Juin 1981. Le corps mutilé de Renée Hartevelt, une jeune étudiante hollandaise, est découvert dans le bois de Boulogne. 2 jours plus tard, la brigade criminelle interpelle Issei Sagawa, étudiant japonais à l'université Paris 3. Il ne contestera jamais être l'auteur du meurtre et fournira même aux enquêteurs un luxe de détails sur le crime, ainsi que sur ses actes dans les heures qui ont suivi ce crime. Issei Sagawa a tué Renée Hartevelt parce qu'il rêvait de manger une femme. Et il a réalisé son rêve. 1 an plus tard, un collège de 3 experts psychiatres conclura à son irresponsabilité pénale. Il sera interné quelque temps en France avant d'être rapatrié au Japon, où un autre collège d'experts, japonais cette fois, le déclarera guéri. En 1985, Issei Sagawa sera relâché. Il vit toujours, libre, au Japon. Issei Sagawa n'est pas un criminel ordinaire. Parce qu'il a mangé sa victime. Parce qu'il dit avoir aimé le goût de sa chair. Parce que son histoire est un écho aux contes de notre enfance, dans lesquels des ogres sanguinaires dévoraient des enfants innocents. Une histoire qui commence comme beaucoup d'histoires d'ogres, dans un bois. C'est un samedi de juin, un beau samedi de printemps, ensoleillé, limpide. Les promeneurs sont nombreux, venus seuls ou en famille pour flâner doucement le long des lacs du bois de Boulogne. Un peu en retrait, sous les arbres, un petit japonais traîne péniblement 2 énormes valises en carton bouilli. Il les attache à un arbre, s'éloigne, puis revient. Il semble hésiter à sortir de l'ombre, s'arrête à nouveau, repart encore. Personne d'abord ne semble remarquer cet étrange manège. Personne, sauf un couple, venu en amoureux profiter du soleil printanier. Ils sont en train de se reposer au soleil dans un pré bordant le lac du bois de Boulogne. Jacques Poinas, ancien enquêteur de la brigade criminelle de Paris. Lorsque ils voient une personne qu'ils décrivent comme d'origine asiatique, mais sans donner beaucoup de précision, qui traîne un chariot à valises avec 2 grosses valises dessus, et cette personne, à un moment, dans un sentier en descente, perd le contrôle du chariot à valises. Les valises se séparent du chariot et l'une d'entre elles s'ouvre et tombe tout près de ces touristes qui regardent et qui s'aperçoivent que par l'ouverture de la valise, il y a du sang qui s'écoule, un liquide qui paraît être du sang. Le couple intrigué apostrophe le porteur de ces valises. Sont-elles à lui? Sait-il ce qu'elles contiennent? Il bafouille, s'excuse et s'enfuit, abandonnant ses bagages à ses promeneurs trop curieux. À l'intérieur, enveloppés dans des morceaux de tissu, ceux-ci découvrent ce qui semble être le corps démembré d'une jeune femme. Je suis à ce moment-là à la brigade criminelle, je suis chef de groupe. Roger Robillard, ancien enquêteur de la brigade criminelle de Paris. Donc je suis de permanence avec mon groupe, c'est un samedi après-midi si je ne me trompe. On m'appelle, je suis chez moi et on me dit qu'un cadavre vient d'être découvert au bois de Boulogne dans une valise. Voilà.
C'est le départ de l'enquête. Une enquête qui démarre a priori avec très peu d'éléments. Une description assez floue du porteur de valise, petit, chétif, plutôt jeune, asiatique, et un corps coupé en morceaux. Un puzzle macabre dont les enquêteurs ne peuvent même pas dire s'il est complet. Jusqu'à ce que le corps soit transporté à l'IML, à l'Institut médico-légal, il est très difficile pour nous de dire ce qu'il manque. C'est simplement les spécialistes là-bas qui vont nous confirmer. Nous, on a des morceaux de cadavre. On est incapable de dire si c'est entier. Si c'est pas entier, on ne peut pas vous dire ça. À l'Institut médico-légal, évidemment, la constatation, quelque chose de surprenant qui apparaît rapidement, c'est le fait que, il s'agit d'un corps coupé en morceaux, mais certaines parties du corps, sur certains de ces éléments, visiblement de la chair a été prélevée. On trouve parfois des corps sans la tête ou sans les mains, aux fins disons, pour empêcher l'identification du corps. Mais là, non, là, ce qui manquait, c'était des morceaux qui étaient prélevés sur, qui étaient prélevés sur différents morceaux, mais sans que ça corresponde, disons, à une volonté de retarder ou d'empêcher l'identification du corps. L'Institut médico-légal estime que 7 kilos de chair ont été prélevés sur le corps dépecé du bois de Boulogne. 7 kilos découpés sur le visage, la poitrine, les cuisses et les fesses de la victime après sa mort. Et personne, à ce stade de l'enquête, ne comprend pourquoi. Le lundi 17 juin, 2 jours après la découverte du corps, un appel à témoins est publié dans Le Parisien, à la demande des enquêteurs. Toute personne ayant remarqué dans la journée du 15 un petit Asiatique chargé de 2 valises aux alentours du bois de Boulogne est prié de se manifester auprès de la brigade criminelle. Et dès l'apparition de cet appel, le téléphone des enquêteurs se met à sonner. Si vous voulez, quand il a commis son crime, je dirais que l'enquête par elle-même n'a pas été très compliquée. Olivier Foll, ancien commissaire à la brigade criminelle de Paris. Parce qu'il a abandonné les valises avec des débris humains au bois de Boulogne. Et à partir de là, la brigade criminelle, où je servais à l'époque, a fait un appel à témoins. Et c'est dans Le Parisien qu'un chauffeur de taxi a vu cet appel et s'est rappelé avoir chargé rue Erlanger un Asiatique avec 2 grosses valises et l'avoir laissé au bois de Boulogne. Ce qui l'a un peu surpris, parce que quand on emmène Gare de Lyon, on comprend, mais au bois de Boulogne, il n'a pas très bien compris. Effectivement, quand il a vu le journal, il s'en est souvenu. En fait, 2 chauffeurs de taxi ont successivement transporté le même Asiatique du 16e arrondissement vers le bois de Boulogne à 1 jour d'écart. Lorsque le premier est arrivé à l'adresse indiquée, rue Erlanger, le suspect l'attendait avec 2 énormes valises, entassées dans un caddie de supermarché. Il a chargé le tout comme il a pu, laissant le caddie dépasser du haillon arrière. Et à quelques centaines de mètres de là, un agent de police intrigué a arrêté ce curieux équipage. En arrivant en place de la Muette, il y a un policier qui arrête le taxi et qui regarde autour le taxi et qui dit « Qu'est-ce que c'est que cet équipage-là votre haillon est ouvert, il y a un caddie. Il dit, le caddie, il a été pris quelque part, dites à votre client qu'il a dû le ramener. » Et le taxi est reparti rue Erlanger, à la COP, où il a redéposé ici Isagawa, qui lui a rangé le caddie où il l'avait pris, et retourné chez lui avec les valises. Pour les enquêteurs, une certitude. Leur suspect habite ici, au numéro 10 de la rue Erlanger. Et plus précisément dans un studio, au premier étage de cette maison, situé au fond de la cour de l'immeuble. Il est japonais et il s'appelle Issei Sagawa. Une certitude confortée par un autre témoignage, celui d'une voisine du suspect. En réalité, donc, ce témoignage, c'est une personne qui dit qui dit que son mari aveugle a été réveillé pendant la nuit, une des nuits précédentes de la découverte, a été réveillé par un bruit de métallique, de chariot métallique dans la cour de l'immeuble, dans la cour de son immeuble, rue Erlanger, dans le 16e,
Il a prié sa femme d'aller à la fenêtre et elle a vu, à la fenêtre, un Asiatique pousser un caddie de supermarché et prendre un taxi. Donc on avait bouclé la boucle, si vous voulez. 48 heures seulement après la découverte du corps dans le bois de Boulogne, les enquêteurs de la crime sont donc convaincus d'avoir identifié l'assassin. Celui-ci est sorti lorsqu'ils arrivent chez lui. Ils organisent une souricière et attendent son retour. À l'entrée du porche, on décide de l'attendre. Et quand on le voit, ce petit Asiatique descendre d'un taxi, on n'a aucun doute, d'après les descriptions qui nous sont faites, et il ne peut s'agir que de lui. Il paraît surpris, il ouvre de grands yeux, et je crois que la première des choses, comme on pratique en général, vous savez pourquoi on est là. Il n'a pas répondu tout à fait tout de suite. Puis après, il a dit oui, c'est un rapport avec René Artevelt. René Artevelt, 23 ans, étudiante hollandaise à l'université de Paris 3. En 48 heures, les policiers auront résolu le mystère de sa mort avant même d'avoir mis un nom sur son visage. Nous, on commence une perquisition traditionnelle chez quelqu'un qui est suspecté d'un homicide. On trouve sur place d'abord les papiers de cette jeune femme, René Artevelt. Ensuite, des taches sur le tapis, bien que nettoyé, il reste d'énormes taches sur le sol, sur le tapis. Nous cherchons une arme, nous savons qu'elle a été tuée par un coup de feu à ce moment-là, donc on trouve très rapidement une veine de long rifle, effectivement. Et on fait une découverte un peu plus macabre. En ouvrant un petit réfrigérateur dissimulé sous un évier, on trouve des morceaux de chair humaine. Des morceaux de chair pliés dans ces petits sacs poubelles bleus, de ce bleu un peu violent certains sacs poubelles à l'époque en tout cas. Et donc une quantité importante, je crois qu'il y en avait 7 kilos, je crois. On était loin de s'imaginer qu'on allait trouver ça, parce qu'on ne savait pas vraiment encore ce qui manquait, les morceaux de chair qui manquaient, on ne pouvait pas savoir. Puis je vous avouerai qu'on n'imaginait pas trouver dans des assiettes en carton autant de morceaux de chair vraiment découpés comme par un boucher, hein, donc de prêt à l'emploi en quelque sorte. Donc là on était quand même assez surpris. Autre découverte, tout aussi macabre. Les enquêteurs se saisissent d'une pellicule photo retrouvée dans un petit appareil abandonné sur une table. Ils s'empressent de la faire développer, au cas où. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent, au cours de la perquisition, un magnétophone et une cassette, sur laquelle on entend, en direct, le meurtre de la jeune femme. On trouve une sorte d'appareil enregistreur, une sorte de dictaphone, et on interroge sur place, et il nous indique qu'effectivement, il y a un enregistrement du moment où il a tué cette jeune fille. On entend un bruit de tir et la chute d'un corps, alors que la victime est en train de parler, de lire un livre en allemand. Il prend la carabine, on entend le coup de feu, et on entend un bruit d'un objet qui tombe, un corps qui tombe, et j'en ai encore des frissons en vous disant ça, parce que avec les policiers qui étaient autour de moi, on avait ce meurtre en direct, hein, sans image, mais en direct, et c'était franchement horrible. Hein. Pendant toute la durée de la perquisition, Issei Sagawa est resté d'un calme olympien, observant les policiers, répondant avec application à leurs questions, les suivant docilement. Lorsqu'ils arrivent au 36 quai des Orfèvres pour la poursuite de la garde à vue, ils voient Sagawa remettre lui-même ses menottes, qui, trop grandes pour ses mains lilliputiennes, avaient glissé durant le trajet. Physiquement, c'était un personnage un peu hors du commun, petit, grêle, mais avec un regard très vif, une très grande vivacité d'esprit qu'on ressentait à travers ses paroles, ses traits. Ça frappait. Son intelligence et sa débilité, entre guillemets, physique. Hein, quelqu'un de très petit, avec un corps extrêmement fluet, petit, je crois même pour la population japonaise, avec une tête quand même disproportionnée par rapport au corps. 1m52, 35 kilos. Sagawa ne ressemble pas au tueur sanguinaire qu'évoque son crime,
D'autant qu'au fil des interrogatoires, les enquêteurs découvrent un profil qui ne ressemble pas non plus à ceux de leurs suspects habituels. Issei Sagawa a 32 ans. C'est un fils de famille et un brillant étudiant en littérature comparée à l'université de Paris 3, tout comme René Artevelt, sa victime. Pendant sa garde à vue, Issei Sagawa ne se départit pas de son calme détaché, de sa politesse lissée envers les enquêteurs qui l'interrogent. Il reconnaît sans gêne aucune être l'assassin de René Artevelt et revendique même son acte devant les policiers atterrés. Il n'a jamais été abattu de toute sa garde à vue, ce garçon. Il a toujours été tout à fait normal, tout à fait cohérent. Il n'a pas pleuré, il n'a pas tremblé, il est resté normal. Il est resté 2 jours normal dans les interrogatoires. Encore une fois, self-control, tranquillité, sérénité. Et c'est la première fois que nous étions, nous, confrontés à un tel comportement sur un cadavre. Il est certain que dans le temps de la garde à vue, j'ai eu des moments d'excès, de brutalité verbale au moins avec lui. Hein. Ça c'est inévitable parce qu'il y a un moment, c'est des gens qui vous font exploser quand même. Et si les enquêteurs sont excédés, c'est parce que Sagawa refuse d'admettre la préméditation. Dans sa version des faits, il prétend qu'il était amoureux. Il prétend qu'elle s'était moquée de lui, qu'elle ne répondait pas à ses avances et qu'elle l'avait fait en riant ou en souriant, en fait. Donc, il dit que ça lui avait déplu et qu'il justifiait son geste de cette manière. Il a commis ce crime et puis il a certainement pensé aux conséquences quand même. Il s'est dit, là je suis parti pour aller en prison combien d'années. Et ses premières réactions ont été de dire j'ai tué sous une impulsion soudaine, quoi. Hein. Mais très vite, nous avons estimé que c'était tout de même contredit dans la mesure où le fusil et la carabine, il l'avait acheté pas tellement longtemps avant de l'avoir assassiné. Et donc cette carabine, en plus, il s'en est servi qu'une fois, c'est le jour où il a tué René Artevelt. D'autant que les enquêteurs ont à présent entre les mains les tirages des 39 photos que contenait la pellicule saisie durant la perquisition. 39 photos insoutenables, prises par Sagawa, au fur et à mesure qu'il démembrait sa victime. Au fur et à mesure qu'il faisait quelque chose dans l'horreur, il prenait une photo. Alors, photo de telle partie du corps, quand il en avait découpé un petit morceau, photo de telle autre partie qu'il avait un peu mangé, photo d'une partie du corps dans une poêle, hein, enfin les choses absolument horribles. À partir du moment où nous avons fait développer les photos contenues dans son appareil, qu'il s'est avéré qu'il avait mangé de la chair humaine, sa version ne tenait plus debout. Alors Sagawa parle, explique, détaille. Il dit son obsession de manger la chair de René, cette femme qui l'attirait tant. Il décrit avec une minutie maniaque ce qu'il présente comme l'acte d'amour ultime. Il raconte aussi ses premières tentatives avec ses prostituées qu'il faisait plus ou moins régulièrement monter chez lui. Il a d'abord proposé à l'une de ses femmes de lui acheter un morceau de sa chair. Comme elle a refusé, il s'est fait à l'idée qu'il lui faudrait tuer pour assouvir son fantasme. Il a donc tenté d'électrifier le bidet dont se servent toutes les prostituées qui viennent chez lui, espérant en tuer une par électrocution. Nouveau fiasco. Il finit par acheter une arme, carabine 22 long rifle équipée d'un silencieux. Son fantasme s'est désormais cristallisé sur René, l'étudiante hollandaise qui, dans les lettres qu'elle adresse à ses parents, écrit de Sagawa qu'il est gentil. Il lui a d'ailleurs demandé de venir chez lui pour enregistrer en allemand des poèmes expressionnistes dont il a besoin pour sa thèse. Le 11 juin 1981, René Artevelt se rend chez Issei Sagawa pour la seconde fois. Sur la cassette qu'ont saisie les enquêteurs, sa voix calme égrène les vers obscurs d'un poème de Johannes Becher. L'homme fort qui part pour l'ouest avec le soleil levant, je le loue avec joie. Il chasse une bête sauvage gorgée de sang dans le pays dans la journée. Dévorée, la ville se rassasie de cervelle, l'animal qui a déchiré la terre avec le mauvais désir. Soudain, la lecture est interrompue par le bruit mat d'une détonation. On entend le corps qui s'affaisse. Le gentil Issei vient d'abattre sa victime. Dans les heures qui vont suivre, Sagawa viole le cadavre et le dépaisse avec un couteau électrique. Jusque tard dans la nuit, ses voisins l'entendent pousser ce qu'ils interprètent comme des hurlements de joie. Il prend les 39 photos que les enquêteurs feront développer après son arrestation. Il mange le nez et les lèvres, crus, à peine prélevés sur le corps.
Il tranche ensuite une portion de la fesse droite et le sein droit qu'il cuit avant de les dévorer. Sur l'une de ces photos macabres, le sein cuit est mis en scène. Il est posé dans une assiette, accompagné de petits pois, encadrés d'un couteau, d'une fourchette et d'un pot de moutarde. Il découpera ainsi 7 kilos de chair sur les bras, les cuisses et les mollets de sa victime. Il placera ces morceaux sur des assiettes, soigneusement emballées, et rangera le tout au réfrigérateur pour les consommer plus tard. Oui, j'en ai mangé, elle avait un nez intéressant. J'ai mangé de l'oreille, j'ai goûté. J'en ai fait cuire. Et à partir de là, il a dit des horreurs dans l'humour du genre, on lui a dit, bon, c'est ce que vous avez fait, vous l'avez mangé. Et me disant, mais vous dites bien en France qu'une femme est à croquer. Vous voyez un peu, c'est horrible. Alors lui, non, c'est avec un crayon, c'est quand même pas la même chose que dans une casserole, puisque c'est ce qu'il avait fait à un moment. Et par la suite, il a dit encore, mais j'aurais eu un congélateur, vous m'auriez jamais arrêté. Donc retombons sur des trucs à ras de terre qui donnaient un caractère encore plus épouvantable à ces aveux. Hein. Le mystère de la jeune femme dont le corps contenu dans des valises avait été déposé au bois de Boulogne, ce mystère est maintenant totalement éclairci. La victime est une étudiante hollandaise et son meurtrier, un étudiant japonais déséquilibré. Tous deux fréquentaient le même centre universitaire de Sancier. C'est chez lui qu'il l'a tué à coups de pistolet avant de dépecer le corps pour s'en débarrasser, avec un certain nombre d'autres détails abominables que je préfère vous taire. Encore une fois, cet homme paraît totalement déséquilibré. Le crime d'Issei Sagawa frappe les esprits. Dès le lendemain de sa garde à vue, la presse française s'est emparée de ses aveux, qu'elle relate en détail. Au Japon, où Sagawa fait aussi la une des journaux, l'affaire est vécue comme une honte nationale. Pour le Japon, c'était quand même l'horreur, cette affaire-là. Avoir un de leurs ressortissants dans un pays occidental qui commettait le crime des crimes, ça les a terriblement secoués. Et alors qu'ils voulaient donner une image très soft, très cool, ça les a bousculés quand même. Moi, l'affaire Sagawa, parce que pour eux, c'était, il y a beaucoup d'étudiants japonais qui partent étudier en France, mais enfin, je pense que de l'appeler l'étudiant parisien, ça le mettait un petit peu loin de la société japonaise et ça évitait de se poser peut-être trop de questions. Une même question pourtant est posée des deux côtés du globe. Issei Sagawa est-il fou ? Peut-on le juger pour son crime ou bien relève-t-il de la médecine psychiatrique ? Le juge Bruguière, qui n'est encore qu'un jeune juge d'instruction, ordonne donc une expertise afin de déterminer si celui que la presse appelle désormais le japonais cannibale est pénalement responsable. J'avais pris connaissance chez le juge d'instruction, M. Bruguière, du dossier de ses premières déclarations en garde à vue. Maître Philippe Lemaire, avocat d'Issei Sagawa. Et on a l'impression d'une espèce de force qui l'a poussé à faire ça d'une manière assez programmée, il faut bien dire les choses comme elles sont, mais il y a une force auquel il n'a pas à résister. Les 3 experts nommés par le juge Bruguière vont étudier le cas d'Issei Sagawa pendant 14 mois. Ils le rencontreront à de nombreuses reprises, séparément, puis ensemble, à la prison de la Santé où il a été placé en détention provisoire. Mais les experts ne se satisfont pas de ces seuls entretiens. Ils souhaitent aussi fouiller dans le passé de Sagawa, connaître ses antécédents judiciaires et psychiatriques, rencontrer les médecins qui l'ont suivi, interroger ses proches. Le juge Bruguière prend donc contact avec les autorités japonaises et organise la première enquête policière étrangère jamais acceptée sur son sol par le gouvernement nippon. C'est une mission qui nous a amenés à Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, et où on a eu
une collaboration des policiers japonais exceptionnelle, je dois dire, puisque vraiment ils ont voulu montrer qu'ils étaient prêts à nous aider complètement dans cette affaire. Hein. On va aller au Japon pour essayer de retracer son existence, sa vie, sa naissance, les problèmes médicaux qu'il a pu rencontrer, pour savoir quel est là-bas, quel était son comportement, s'il rencontrait les fonctionnaires de police qui avaient déjà eu affaire à lui. Au fil des jours, le profil de Sagawa se précise dans l'esprit des enquêteurs. Sa personnalité, son parcours viennent confirmer et compléter ses propres déclarations. Issei Sagawa est né en 1948 dans le nord du Japon. Il est le premier fils de parents très fortunés. Il a reçu la meilleure éducation, a été choyé par ses parents et particulièrement par sa mère. Pour autant, son parcours a été semé de difficultés. Dès sa naissance, Issei Sagawa est un survivant. L'accouchement se passe mal et les médecins le déclarent mort-né. Il faudra 20 minutes pour le faire respirer. Une anoxie cérébrale qui, si elle ne laisse apparemment pas de séquelles mentales, est en revanche probablement à l'origine de son extrême chétivité. En 1950, le petit Issei est victime de graves fièvres qui nécessitent une hospitalisation de plus de 2 mois. À l'époque, sévit dans le nord du Japon une pandémie très virulente d'encéphalite, dont les symptômes correspondent à ceux du jeune Sagawa. Rares sont les enfants qui y survivront. Durant toute son enfance, Issei Sagawa est considéré comme un mort en sursis. Son parcours scolaire en pâtit, bien qu'il soit un élève décrit comme intelligent, travailleur et appliqué. À l'adolescence, il devient plus isolé encore, son aspect physique lui rendant difficile l'apprentissage de la sexualité. Et en 1972, Issei Sagawa commet sa première tentative d'agression. Une fois, il s'est introduit dans une chambre d'une jeune fille qui habitait dans son quartier, qui était une Allemande, et il a essayé de la tuer avec un parasol, je crois. Il a toujours des idées un peu bizarres, mais il avait aussi un couteau. Enfin, il avait une arme en tout cas. Il s'est introduit dans la chambre de la jeune fille qui dormait à ce moment-là, qui s'est réveillée d'un seul coup, qui a hurlé. Il est reparti. Des voisins l'ont rattrapé. Il a été emmené par la police et puis son père l'a sorti de là. On a un peu étouffé l'affaire. Mais enfin, il y avait déjà eu une première agression. Et il m'avait dit clairement que, quand je l'ai interviewé, il m'a dit clairement que c'était dans l'intention de manger la fille. À partir de ces informations et des entretiens qu'ils ont menés avec lui pendant plus d'1 année, les 3 experts psychiatres constatent unanimement dans un rapport d'une 40aine de pages l'irresponsabilité pénale de Sagawa. Ils décrivent chez lui une froideur émotionnelle, une tendance narcissique et une déréalisation qui pourraient indiquer une schizophrénie, qu'ils écartent pourtant. Ils notent ses obsessions perverses, sa morbidité, mais ne considèrent pas qu'elle constitue en soi une forme de démence. Ce qui semble emporter leur décision, c'est que ces pulsions cannibales sont anciennes, très anciennes même. Lui confie d'ailleurs, on a l'impression que c'est pour la première fois presque qu'il le fait aux experts. Jean Garabé, psychiatre, membre de la Société franco-japonaise de médecine. Depuis l'âge de 7 ans, il a ce fantasme de dévorer quelqu'un, d'abord un jeune garçon de son âge, et ensuite une jeune fille ou une jeune femme. Quand il était enfant, il se rappelle très bien qu'il a fait des rêves où il se voyait lui étant mangé par ses parents avec son petit frère. Il a fait un rêve aussi à l'âge très petit, vers 7 ou 8 ans, il a tout d'un coup eu envie de manger un autre petit garçon, et il a demandé même à sa maîtresse pourquoi on ne pouvait pas manger les autres personnes. Donc c'est un fantasme qu'il poursuit depuis très petit. Hein. Le fantasme, il apparaît, dit-il, dès l'âge de 7 ans. Je pense d'ailleurs, quand il dit qu'il apparaît dès l'âge de 7 ans, ça veut dire qu'il en a pris conscience à l'âge de 7 ans. Et que vraisemblablement, avant cet âge-là, ça devait exister dans sa tête sous une autre forme, je sais pas quoi, d'ogre ou truc comme ça. Si Issei Sagawa a pris conscience de ses pulsions cannibales dès l'âge de 7 ans, c'est que sa folie prend racine dans un événement qui se serait produit encore plus tôt. Les experts remontent donc le fil de sa vie à la recherche de cet événement fondateur. Ils cherchent et ils trouvent. Selon eux,
Issei Sagawa pourrait être un des rares survivants de l'épidémie d'encéphalite qui a frappé le Japon entre 1949 et 1951. En général, ces encéphalites sont mortelles, mais souvent les gens qui s'en sortent gardent effectivement des séquelles avec effectivement des comportements comme ça qui sont essentiellement des comportements de perte d'inhibition. C'est-à-dire qu'effectivement les sujets ne se rendent pas compte de la conséquence des actes qu'ils accomplissent, donc qui facilitent énormément le passage à l'acte. Les troubles décrits par la littérature médicale sont divers. Anomalie de l'impulsion et anomalie de la volonté. Changement de la personnalité. Attitude violente, impudente, égocentrique, manque de contrôle, conduite antisociale, manque d'inhibition, excitation impulsive. Chez Sagawa, les troubles vont se cristalliser autour d'une obsession, manger. Pour lui, l'acte de manger vient directement après le baiser. Ça lui paraît être une logique imparable. Il dit quand on aime, on embrasse la bouche d'une femme, et puis ce qui vient après, comme on peut pas aller plus loin que embrasser, faire l'amour, etc. L'étape suivante, naturelle pour lui, c'est de manger. Le premier stade du développement de la libido, c'est le stade oral, et que dans le stade oral, effectivement, pratiquement, aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est le dévorer. Et l'obsession de Sagawa semble bien trouver son origine dans cette période de l'enfance pendant laquelle sa mère n'aura de cesse de voir son fils si chétif, si fragile, se nourrir pour survivre. Je pense qu'il y a dû y avoir dans la relation avec la mère, de manière assez prolongée, donc après l'âge d'1 an, avant et sans doute encore après, une espèce de relation qui tournait autour, effectivement, de la nourriture. Et donc, le message qui devait passer de ses parents, c'est « mange pour vivre ». Et la chose qui peut nous faire le plus plaisir, c'est que tu manges ce qu'on te donne. Donc, pour lui, manger, c'était un acte d'amour, déjà. Alors, bien entendu, il y a la fameuse question qui est irrésoluble, et qui est un peu absurde. C'est, est-ce que, si on pouvait manger quelqu'un sans le tuer, il aurait tué sa victime? Renée Artevelt en elle-même ne lui importait pas, c'était ce corps, cette personne qu'il ne pouvait pas avoir autrement qu'en la tuant, parce qu'il n'avait aucune chance de s'en faire aimer, et ça, je crois que quelque part ça lui a imposé un problème, donc il a trouvé une autre solution pour mener son fantasme à terme. Mener son fantasme à terme, au-delà des conséquences, au-delà de toute notion du bien et du mal. Pour le juge Bruguière qui s'appuie sur l'avis des 3 experts, le doute n'est plus permis. Il prononce le non-lieu qui reconnaît Sagawa inaccessible à toute sanction pénale. Pour autant, le japonais cannibale n'est pas libre. Le rapport des experts se conclut sur ces mots. Compte tenu de la persistance des anomalies majeures de sa personnalité, Sagawa doit être admis dans un service de psychiatrie destiné aux malades mentaux dangereux, car on ne doit pas méconnaître sa dangerosité ni les risques importants de récidive des conduites perverses, éventuellement assorties de violences graves. Le préfet de police de Paris signe une ordonnance de placement d'office à l'hôpital Henri Collin de Villejuif, dans une unité réservée aux malades dangereux. Sagawa y restera 1 an. Moi, c'est moi qui l'ai fait renvoyer au Japon. Tout simplement. J'ai été voir le préfet, qui est chargé effectivement de l'hygiène mentale au ministère de l'Intérieur, et je lui ai dit, est-ce que vous trouvez tout à fait normal que le citoyen français paye depuis 1 an l'hospitalisation de monsieur Issei Sagawa. Je trouve ça tout à fait anormal. Si vous aviez des experts si vous aviez des psychiatres qui pourraient effectivement commencer
une psychothérapie avec lui, bon, peut-être, mais là, il n'y a rien. Au mois de juin 1984, Sagawa revient au Japon. Il est immédiatement interné à l'hôpital Matsuzawa à Tokyo. Comme c'est naturel, je veux dire, dans cette situation, il a été expulsé vers le Japon. Ce qui est choquant, bien entendu, c'est que au Japon, je me souviens pas exactement, mais je sais pas si il est resté très peu de temps en hôpital psychiatrique, quelques mois, moins d'un an. En août 1985, après 14 mois d'internement au Japon et moins de 4 ans après son crime, Sagawa est libre. Il ne peut plus quitter son pays et reste sous surveillance policière. Que je crois savoir, mais là c'était des accords entre justice, c'est qu'ils devaient le garder longtemps enfermé, mais que finalement, et là, ils n'ont pas respecté certains engagements. Moi, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème de culture. Vous savez. Je pense que c'est un problème de culture et que ils estiment que le malade mental doit être réinséré dans la société. Est-ce que ça tient à des écoles de psychiatrie divergentes entre le Japon et la France? C'est possible. Je suppose aussi qu'ils ont considéré qu'ils n'en présentaient plus un danger. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne se sont pas trompés. Mais les psychiatres japonais l'ont examiné longuement, sachant également qu'il avait commis ce crime, parce que évidemment tout le monde au Japon le savait, et particulièrement les psychiatres. Et malgré ça, eux ont compris qu'on pouvait avoir tué quelqu'un et ne pas en sentir de culpabilité. Ça ne les choquait pas. Ça ne faisait pas de lui quelqu'un de fou. Et j'ai même écrit à un des psychiatres, à un des médecins psychiatres qui l'ont examiné et qui m'a dit que ce type aurait dû finir sa vie en prison, qu'il était parfaitement responsable. Issei Sagawa aurait donc été fou en France, mais sain d'esprit au Japon. Alors même que les psychiatres qui l'ont examiné à Paris et à Tokyo disposaient exactement des mêmes faits. Et qu'il n'a jamais varié dans ses déclarations. Alors, pourquoi? D'abord, parce que la pratique psychiatrique est très différente entre les deux pays. Mais au-delà, parce que si Sagawa a commis son crime à Paris, c'est au Japon que s'est formée sa personnalité, dans un univers que les psychiatres français ne connaissent pas. C'est vrai que si on avait eu un psychiatre qui avait vécu au Japon, ou ça aurait été peut-être mieux, ça aurait été certainement mieux, parce qu'il y avait cette différence à cette époque entre l'appréhension de la maladie mentale en France et au Japon. Moi, je comprends que des experts psychiatres, n'ayant pas trop d'idées sur la culture japonaise, le jugeant avec leur vision très occidentale quand même de la folie, ait pu décider, rien qu'à l'audition de Sagawa, qu'il était fou. Immédiatement, il y a eu une erreur d'interprétation parce que aucun des psychiatres ne s'est intéressé à la psychologie japonaise. Ils l'ont vraiment jugé d'un point de vue de psychiatres français ou de psychiatres occidentaux. Des psychiatres occidentaux qui n'ont donc pu aborder le cas de Sagawa qu'à partir de ses actes. Des actes tellement horribles, choquants, insupportables au regard de la morale commune, qu'ils sont d'emblée jugés comme fous. Oui, mais voilà, une morale commune propre à l'Occident, marquée par le christianisme et les philosophes des Lumières. Une morale étrangère à la société japonaise. Le mal absolu tel que nous on le connaît en Occident et qui est vraiment directement hérité de nos notions judéo-chrétiennes, ça n'existe pas pour les Japonais. Or, on a souvent tendance à juger les gens de la terre entière d'après sa propre culture. Or, un Japonais qui commet un meurtre, on ne peut pas le juger avec nos critères à nous, de bien et de mal, tels que nous on les vit. Le Japon, c'est pas du tout une culture de la faute et de la culpabilité. C'est une culture de la honte. C'est-à-dire que le truc qui est abominable, c'est de faire honte, d'ailleurs à son pays et à soi-même. Pour quelqu'un comme Sagawa, avoir tué et mangé quelqu'un, c'était pas un mal absolu. C'était mal parce que ça ne se fait pas, et puis parce qu'il était gêné par rapport
au Japon, par rapport à sa famille, par rapport à des tas de choses. Mais fondamentalement lui-même, il est certain, et je pense qu'il est pas du tout mécontent d'avoir accompli son fantasme jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'il soit considéré à Tokyo comme réellement saint. Je crois. Il est dehors. Oui, non, mais il est dehors. Mais c'est pas parce qu'il est dehors qu'il est saint. Je pense que ce garçon, compte tenu de son parcours, compte tenu effectivement de sa naissance, de la maladie qu'il a contractée, il est quand même établi par l'expertise psychiatrique que son tracé encéphalographique est quand même perturbé. Donc il y a, en plus d'une maladie mentale, il y a des traces de cette maladie mentale. Sagawa est donc atteint d'une maladie mentale, de façon irréfutable. Mais la question que pose son cas est au-delà. A-t-il bel et bien été victime de cette abolition du discernement, qui, selon la loi française, le rend inaccessible à la sanction pénale? Alors, je crois que ça pose le problème de la folie, de ce qu'est la folie, de ce qu'elle est pour les psychiatres et de ce qu'elle est pour les gens non spécialisés, disons. Bon. Ici, Isagawa n'avait pas l'air du tout d'un fou. Hein. Il vous racontait ça avec une grande lucidité, presque en ayant les pieds sur terre. Ce qui fait dire qu'il était fou, c'était l'aspect exceptionnel du crime. Ce que je peux dire, c'est que Sagawa ne ressemblait en rien à ce type de fou auquel moi j'étais habitué en tant que policier, je dirais, bon. Il n'y a jamais eu un moment de folie. Il a vraiment tout organisé pour pouvoir accomplir ce fantasme qu'il poursuivait depuis très longtemps. Il a tout organisé. Donc il n'y a pas eu de moment où il aurait perdu le contrôle, où il aurait perdu conscience. Il a toujours eu conscience parfaite de ce qu'il faisait, de la gravité de ce qu'il faisait, des conséquences. Et la preuve en est, c'est que il m'a raconté pour l'interview, vraiment dans le détail, mais un détail de chaque seconde, tout ce qu'il a fait. On a toujours un peu l'image du fou furieux, parce que c'est évidemment le truc qui est le plus spectaculaire, etc. Et que les gens sont toujours très surpris quand ils côtoient des malades mentaux. Alors je change volontairement de mots, de s'apercevoir que ça peut être des gens extrêmement intelligents, très charmants, etc. Sagawa serait donc dément, malgré les apparences. L'après-midi de son crime, il l'a imaginé. Pire, il en est fier. C'est donc une autre question qui se pose. La maladie mentale devrait-elle exclure toute notion de responsabilité et permettre à Sagawa d'échapper définitivement à la justice? C'est vrai que pour nous, normalement constitués, on peut pas dire que ce qu'il a fait, c'est pas un acte de folie absolue. Mais je veux pas, parce que ça m'ennuie toujours de dire que quelqu'un est un monstre, parce qu'un monstre, il a jamais de responsabilité, finalement. Hein. Il y a une folie chez lui, c'est clair. Comme il y a une folie, peut-être même une folie dans le sens... une appréhension de la réalité très différente de la nôtre et qui intègre notamment la possibilité de tuer quelqu'un. Voilà, dans ce sens, quelqu'un de tuer et de le manger. Voilà, qu'on puisse intégrer ça dans une vision de la vie, c'est déjà une folie. On peut dire que quelqu'un qui raisonne comme ça est un fou, c'est sûr. Cela dit, ça ne veut pas du tout dire qu'il est irresponsable ou qu'il était dément au moment des faits ou qu'il était inconscient. Il était simplement, il avait et il continue d'avoir d'ailleurs cette idée selon laquelle on peut parfaitement imaginer de tuer et de manger quelqu'un. Si Sagawa était resté interné en hôpital psychiatrique au Japon, qu'il ne jouissait pas d'une liberté même partielle, qui s'interrogerait encore sur sa responsabilité pénale? L'affaire Sagawa est choquante parce qu'elle rencontre les limites même de la justice des hommes. Comment qualifier l'innommable? Comment définir les frontières de la démence et celles de la responsabilité? Et surtout, que faire de ces hommes dont les actes dépassent notre entendement? Autant de questions complexes qui n'appellent aucune réponse simple. Mais si on s'accorde enfin pour dire qu'une démocratie se jauge à sa capacité à reconnaître ses fous, alors une chose est sûre, la place de Sagawa n'était pas en prison.
Reste que cette liberté dont jouit désormais l'assassin de René Hartevelt, moins de 4 ans après son crime, est intolérable. L'opinion en est choquée, et les médias échafaudent des hypothèses. On évoque les sombres compromis de la raison d'État ou la corruption des juges. On cherche derrière cette libération la main du richissime père d'Issei Sagawa, en qui l'on voit l'incarnation du cynisme éternel de la coalition des puissants. Un homme qui pourtant a sabordé sa carrière en abandonnant ses fonctions à la direction d'une des plus puissantes entreprises japonaises, tant sa honte était grande. Mais la réalité est plus simple et plus effarante encore. Le non-lieu justifié et prononcé en France interdit tout bonnement aux autorités japonaises de poursuivre Sagawa. Et puisqu'il ne relève plus de la psychiatrie, son crime n'est plus le crime de personne. Sauf que ce crime, Sagawa le revendique. Il veut rester aux yeux du monde le japonais cannibale. D'aberration judiciaire, il devient une curiosité médiatique. Il donne des interviews, participe à des shows télévisés. Il apparaît même dans des campagnes publicitaires pour des restaurants de viande. Rien ne semble désormais freiner son appétit de notoriété. Il fait partie des criminels qu'on cite, et à mon avis, il a eu exactement ce qu'il recherchait, c'est-à-dire laisser un nom dans l'histoire, un nom dans les horreurs, comme on en trouve des Landru, des Bénard, qui a été qui n'a pas été accusé finalement de ces crimes. Et lui, par contre, il a continué de jouir de ce crime atroce qu'il avait. Un peu comme ça. Ah, moi je trouve que son crime est un crime très littéraire, théâtral pratiquement. On sent qu'il a pratiquement monté une pièce de théâtre avec ça, in vivo. En fait, il a construit le décor et il l'a regardé du début à la fin de façon extrêmement esthétique. En 1983, l'écrivain Juro Kara publie La lettre de Sagawa, un livre bâti autour de la correspondance hallucinée que l'auteur a échangée avec le japonais cannibale alors que celui-ci était encore emprisonné à la santé. Dans la première de ses lettres, Sagawa avait écrit « Cette impulsion me dominait depuis de nombreuses années, et je n'aurais pas plus grand plaisir que de l'avoir représentée d'une manière ou d'une autre. Je ne demande pas mieux que ce soit sous une forme artistique. » Lorsque le livre obtient le prix Akutagawa, l'équivalent japonais du Goncourt, Sagawa est exaucé. De toute façon, c'est un type qui est dans la littérature tout le temps. Il a multiplié les thèses, il en a fait une sur Shakespeare, il en a fait une sur Kawabata. Il est dans la littérature jusqu'au cou. D'ailleurs, il a fait des études de littérature. Elle aussi faisait des études de littérature. Même quand il l'a tué, il lui a fait lire des textes sur la mort. Donc même ça, il l'a mise en scène. C'est une énorme mise en scène littéraire du début à la fin. Il fait partie de ces gens qui subliment leur vie en permanence, qui ne vivent pas directement les choses, mais qui la vivent à travers une expression artistique. Malheureusement, il a choisi une expression artistique assez terrible, mais ça n'empêche qu'il a toujours eu ce recul qui fait qu'il l'a vu un peu comme un geste. Il a appelé ça geste d'amour à un moment donné, mais finalement geste artistique, geste d'amour, c'est un peu la même chose. Sagawa écrira lui-même 5 livres, tous centrés sur son crime. Ils ne rencontreront jamais le succès. Malgré ses tentatives pathétiques, personne ne le prendra jamais pour l'artiste qu'il prétendait être. Il peindra essentiellement des portraits et des femmes nues, de piètres œuvres que d'autres vendront parfois affublées d'un couteau et d'une fourchette en guise de signature. Une signature dont on peut douter qu'elle soit de la main de Sagawa lui-même. Il deviendra le jouet obscène d'esprits peu scrupuleux, qui lui feront chaque fois repousser les limites du sordide. Aujourd'hui, Issei Sagawa a 58 ans. Il vit retiré du monde, dans son petit appartement de Yokohama, sous surveillance policière. Il n'est que l'ombre du criminel diabolique qui reste ancré dans nos mémoires et qui n'a en fait jamais existé. Pourtant, Issei Sagawa n'est rien d'autre que le souvenir incarné de son crime. Jusqu'à son dernier souffle, il restera le japonais cannibale.